10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Pont entre l'Afrique du Nord-Est et le Moyen-Orient, tout le monde connaît l'Égypte, sa capitale, le Caire, sa devise, la livre égyptienne. On est sur le continent Afrique-Asie, la langue officielle est l'arabe. Et on va en parler, on va même visiter grâce à la radio et grâce à mon invité. Yael Guédi est avec moi. Bonjour Yael. Bonjour Gauthier. On a eu l'occasion sur cette antenne de présenter ton parcours d'expat. Tu as pas mal vadrouillé dans le monde, mais tu as eu un véritable coup de cœur. Tu es installé au bord de la mer Rouge, que tu m'as fait visiter la dernière fois. C'est un endroit qui te plaît bien. Ah oui, tout à fait. J'y suis bien installée. Oui. Aujourd'hui, tu es pas de passage en France au moment où on se parle, dans le Tarn et Garonne. Il te manque pas les pyramides dans le fond du décor? C'est vrai que c'est pas tout à fait la même vue, mais bon, j'ai la vue sur la piscine de ma mère, les arbres aux alentours, ça va. On reste dans la nature. C'est peut-être un peu plus vert que l'Égypte. Oui, complètement. Alors, en parlant de vert, vous êtes avec ton compagnon à la tête d'une agence francophone de voyage solidaire sur mesure. Le côté vert, justement, écologique, c'est une donnée qui est importante pour vous de respecter la planète ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on essaie de s'éloigner du tourisme de masse. On essaie d'avoir un contact plus familial avec nos prospects. Et justement, le côté sur mesure, c'est de pouvoir offrir des voyages hors catalogue, des voyages qui font découvrir le pays au plus près de la population locale aussi. C'est ce que tu m'as dit. Tu voulais vraiment inclure la population locale dans l'aventure et que ça puisse leur servir, en fait, ne serait-ce qu'économiquement. Tout à fait, voilà. Le but final de notre démarche, c'est de pouvoir aider la population locale par des moyens matériels, on va dire. Donc, il y a deux aspects. Un aspect participatif. Il faut savoir que quand les personnes réservent des voyages chez nous, des excursions, des activités, en fait, on réserve une partie de ce qui est payé pour participer à des projets sur place. Alors, je vais donner un exemple qu'on a fait récemment, c'était de la rénovation d'habitat. Puisque dans les villages les plus reculés, qui sont pas forcément les endroits visités par les touristes, on a des familles nombreuses qui se retrouvent à vivre dans des maisons qui restent vétustes pendant longtemps, parfois par manque de moyens. Et on a aussi un autre aspect en dehors du financier, on va dire, c'est aussi le don. On a un couple qui est venu récemment avec leur fils de 2 ans et demi, qui ont distribué des vêtements. Ils ont généreusement apporté une valise de 20 kilos avec eux. C'est une bonne idée. Donc, ouais. En fait, c'est elle qui a fait la démarche, qui m'a dit on aimerait bien ramener des vêtements, et je lui ai dit c'est parfait, ça rentre tout à fait dans le cadre de ce que nous on souhaite faire pour la population locale. Et donc on a eu un temps d'échange très sympa, on les a amenés nous-mêmes au village. Et donc, ils ont pu échanger avec la population locale. Les enfants ont pu se rencontrer aussi, les uns les autres. Il y a même des petites amitiés qui se sont nouées. Voilà. Alors, l'agence s'appelle Toutankhamon. Vous aviez bu l'apéro avant de trouver le nom de l'agence? Non, pas vraiment. Bon, on voulait faire un jeu de mots. C'est vrai que Toutankhamon est quand même un pharaon emblématique de l'Égypte antique. Et puis, on est aussi anglophone. C'est vrai que One, ça parle aussi à un public anglophone, peut-être. Pour l'instant, on travaille beaucoup avec les touristes français. Mais mon mari, étant égyptien et parlant surtout anglais et arabe, il a cette casquette-là aussi à son actif. Donc, on est multilingue et pour nous, c'est du tout en un, on va dire. Alors Yael, on va maintenant partir à la rencontre de ce vaste désert. Grand pays, beaucoup de sable, des villes qui sont éloignées les unes aux autres et ce fameux Nil qui les réunit tous. J'ai eu l'occasion de remonter le Nil il y a quelques années, comme disait le sketch de La Roque et Palmade. Tu peux monter le Nil, tu peux descendre le Nil. C'est vraiment la voie royale, le Nil ?
Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on recommande aux personnes qui souhaitent en voir un maximum, on va dire, en peu de temps. La formule la plus commune, c'est d'aller soit d'Assouan à Luxor, soit de Luxor à Assouan, puisqu'effectivement, on peut à la fois remonter et descendre le Nil. Et donc voilà, on part sur des croisières de 4 jours, 3 nuits, ou bien 5 jours, 4 nuits, et on peut visiter l'essentiel pour ceux qui sont amoureux de l'Égypte antique, des temples, de la vallée des rois. Alors justement, on va peut-être sortir un peu des sentiers battus. Évidemment, on connaît ces pyramides, on connaît la vallée des rois. Est-ce que tu peux donner à nos auditeurs quelques pépites, des choses qu'on visite peut-être un peu moins? Tu m'as parlé par exemple du temple d'Isis. Oui, tout à fait. Le temple d'Isis ou temple de Philae, qui est basé à Assouan, c'est un temple qui est bâti sur l'eau, qui a d'ailleurs même une vue sur l'ancien barrage, puisqu'il y a l'ancien et le nouveau barrage d'Assouan. Qui justement qui est un point stratégique pour le Nil. Et ce temple-là, moi j'aime beaucoup l'histoire en fait. Je sais pas si tu connais la légende d'Isis et Osiris. Raconte-moi, Yael. Isis, elle était amoureuse de son frère Osiris. Et Osiris a été découpé en 14 morceaux. Alors, le nombre varie. On n'est pas tous sur la même version, mais en tout cas... C'est déjà pas mal, 14 entre nous. Hein. Voilà, 14 morceaux, c'est déjà pas mal. Et en fait, par amour, Isis s'est mis en quête de rassembler les 14 morceaux de son frère. Beau geste. Et le temple d'Isis, du coup, raconte ça, et c'est une ode à l'amour, on va dire. Tu m'as dit aussi qu'on pouvait aller se promener du côté de la mer Rouge, même si tu m'as évoqué l'idée que dans la mer Rouge, il y avait des requins et que ça m'enchante peut-être pas complètement. Toi-même, tu vas souvent faire de la plongée dans la mer Rouge. T'es toujours revenue entière? T'es jamais revenue en 14 morceaux? Non. Non, et je tiens à rassurer les personnes sur ça, parce que c'est vrai que, on va dire de façon saisonnière, il y a des incidents qui se produisent. Il y en a eu un il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, il faut savoir que la mer, c'est pas notre habitat à nous, c'est celui des requins, des poissons. Donc je pense qu'il faut la connaître un minimum, il faut la respecter un maximum. Et il y a des zones qu'on connaît comme étant des zones à requins. Il y a des zones qui sont dédiées à la plongée, il y a des zones qui sont dédiées au snorkeling. Et c'est ce que je te disais en off. En fait, moi j'ai eu plaisir à rencontrer les requins sous l'eau, mais dans les conditions adéquates. Tu vois, en plongée, on nous apprend comment se positionner face à un requin. Et puis, c'est un spectacle sans nom en fait. Et entre toi et moi, quand il s'est retrouvé devant toi, t'as fait ta maline ou pas? Non, pas du tout. Ça doit quand même être un peu impressionnant. J'ai beau être fascinée, j'ai beau être très intéressée par l'animal, on a quand même le cœur qui palpite à fond. J'imagine. Alors, si nos auditeurs ont envie de vivre cette aventure égyptienne, est-ce qu'on peut leur donner des petits conseils pratiques? Je donne toujours des petites infos qui peuvent servir sur les habits, sur les vaccins, et puis on a évoqué tout de suite le grand sujet qu'on ne peut difficilement choper quand on est européen. Une petite tourista en arrivant? Ouais, c'est très répandu, c'est assez connu. L'Égypte est assez propice à ça. Alors bon, bien sûr, il y a les classiques, ne pas boire l'eau du robinet, toujours boire de l'eau de bouteille avec la bouteille qui est bien fermée auparavant. Même pour le brossage de dents, on va vous dire ça. On va vous dire attention aux crudités. Personnellement, j'ai pas forcément fait attention à tout ça quand je suis arrivée. J'ai pas été malade. Mais ça peut arriver. Alors si jamais ça vous arrive sur place, il y a quelque chose qui est radical. Je ne sais pas si je peux citer une marque de médicaments local. On peut. L'Arcom ne nous écoute pas tous les jours. D'accord. C'est un petit médicament qui s'appelle Antinal, qui est vendu dans toutes les pharmacies en Égypte, sans ordonnance. Et en fait, c'est vraiment le remède miracle. Il y a des personnes qui prennent des probiotiques à l'avance, qui se font une petite cure et qui quand même tombent malades. Mais Antinal, c'est assuré. Et côté météo, il faut s'attendre à quoi? Est-ce que les nuits sont fraîches? Ça dépend de la saison. Disons qu'il fait tout le temps beau. J'ai jamais regardé la météo en vivant en Égypte. Je sais qu'il fera soleil tous les jours, ça c'est pas un secret. Bon après ça dépend. Si on monte sur Alexandrie, on peut trouver la pluie parce que quand même Alexandrie on est plus au nord, on est proche de la Méditerranée. Mais sinon les nuits peuvent être fraîches en hiver.
L'hiver, on va se dire que ça va de novembre à fin mars, début avril, on va dire. Mais sinon, on peut venir toute l'année, il fait tout le temps beau. Oui, franchement, oui. Est-ce que tu as d'autres conseils à prodiguer à nos auditeurs ? Oui, tout à fait. Des questions administratives pour les formalités. Il faut savoir que le visa se prend à l'arrivée en Égypte, à l'aéroport. Donc pas de casse-tête, ne vous prenez pas la tête à rentrer dans les démarches de visa avant l'arrivée. Ça se fait très bien à l'aéroport. Et tu parlais de la livre égyptienne. Alors la monnaie égyptienne ne sort pas d'Égypte. C'est pas possible de sortir la livre égyptienne d'Égypte, donc on ne trouve pas cette monnaie dans les banques étrangères. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent avant de partir, est-ce que je peux changer l'argent avant de venir ? Et en fait, si vous allez à la banque va vous dire non, on n'a pas ça. Donc c'est arrivé sur place qu'on doit changer son argent. Voilà, exactement, c'est arrivé sur place. Et même moi, je vous conseillerais de payer au maximum en euros. Parce qu'ils prennent l'euro presque partout. Et je parlais d'aider la population locale. Ça arrange la population locale, en fait, de recevoir de l'euro plutôt que de la livre égyptienne. Est-ce qu'on paye avec son téléphone, avec sa carte bleue ? Pas à ce point. Avec la carte bleue, oui, mais pas avec le téléphone. Et justement, en parlant de téléphone, maintenant tout le monde est très connecté. Lorsqu'on arrive, on trouve facilement un réseau. Pendant nos balades dans les différents temples, on est connecté ? Oui, tout à fait. On peut rester connecté toute la durée du séjour. Il y a des opérateurs qui sont présents à l'aéroport, qui ont très bien compris le business, comme on dit. Mais c'est pratique. En fait, dès l'arrivée, on peut être joignable. D'ailleurs, moi, souvent, j'ai le cas quand des touristes arrivent, sont à l'aéroport et veulent me confirmer leur arrivée ou bien le transfert aéroport, quoi que ce soit, ils peuvent être joignables de suite. Ça, c'est un point positif quand même. Et Yael, dernière question, est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, absolument pas faire, des choses qui pourraient être compliquées ? C'est une bonne question. Sincèrement, je ne vois pas. On me pose souvent la question des vêtements, parce que c'est vrai que l'Égypte, c'est un pays à majorité musulmane. Mais je dirais que c'est un pays aussi qui est très habitué à avoir des touristes à longueur d'année. Donc, à moins d'aller dans les villages reculés, justement, où il vaut mieux se couvrir un peu plus, ou bien dans certains petits quartiers du Caire. Mais sinon, franchement, juste ne pas se prendre la tête. Hein. Ça, c'est un bon conseil. Et profiter et en mettre plein les yeux, parce que c'est vrai qu'on se retrouve quand même face à des décors qui sont incroyablement beaux. Hein. Oui, c'est somptueux. Franchement, on se sent tout petit face à certains sites. Je pense notamment à Abou Simbel, au temple de Ramsès II et de Néfertari. Moi, j'ai pris une photo là-bas. Je me vois assez petite, là, comme un petit point rouge devant le temple, et je me dis waouh. C'est vraiment immense ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on sait maintenant comment ils ont construit ces pyramides ? Est-ce qu'on ne sait toujours pas ? Est-ce que les archéologues ont trouvé la solution ou on reste bébête devant ces créations ? Ça reste un mystère. C'est incroyable. Alors, je suis pas guide égyptologue encore, ça reste un de mes rêves. J'y réfléchis encore, mais peut-être que d'ici là, on aura percé le mystère des pyramides. Eh ben écoute, en tout cas, d'ici là, allez découvrir ce beau pays et entrez en contact avec l'équipe de Yael et Toutankhamon. Le lien est dans ce podcast. Merci pour cette petite balade, j'y étais. Je me suis promené sur le Nil. Merci à toi pour l'invitation, Gauthier. À très vite, au revoir. À très bientôt.